Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorito. C'est Ursula von der Leyen qui a mis le dossier sur la table lors de la visite d'Emmanuel Macron au Parlement européen hier. On l'écoute en version originale. But my fellow Europeans, even beyond this, there is a need to go further. For example, I have always argued that unanimity voting in some key areas simply no longer makes sense if we want to be able to move faster. Traduction, j'ai toujours dit que le vote à l'unanimité dans certains domaines clés n'avait tout simplement plus de sens si nous voulons être capables d'avancer plus vite. Une proposition relayée quelques minutes après par Emmanuel Macron. On l'écoute en version originale et il n'y a donc pas besoin de traduction. Face à cela, il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. Une réforme des traités est donc a priori possible pour de facto supprimer le droit de veto de chaque État, d'où notre grand débat. Comme le veulent Macron et von der Leyen, faut-il supprimer l'unanimité pour les prises de décision en Europe? Et vous êtes 94,4% à dire non. Avec nous, Yves Bertoncini, président du mouvement européen France. Bonsoir Yves Bertoncini. Bonsoir. Bonsoir. Pour pouvoir réviser les traités, il va falloir l'unanimité tant que ceux-ci ne sont pas réformés, non? Absolument. Et donc, ce qui a été dit hier par Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, c'est qu'il serait utile de s'engager dans cette voie. Vous avez dit Ursula von der Leyen a mis ça sur la table. Non, pas tout à fait. Ce sont les participants de la conférence sur le futur de l'Europe qui ont mis ça sur la table. Vous avez d'ailleurs entendu que quand elle l'a annoncé, il y a eu des applaudissements dans l'hémicycle du Parlement européen où d'ailleurs je me trouvais. Et donc, ce sont ces citoyens et ces élus qui se sont regroupés pendant des mois, qui se sont dit, compte tenu du contexte géopolitique, parce que c'est ça aussi qui met le dossier sur la table, compte tenu du fait que les Européens sont confrontés à beaucoup de défis, qu'il faut qu'ils réagissent très rapidement, il serait utile, peut-être pas dans tous les domaines, mais que dans un nombre croissant de domaines, on puisse voter à ce qu'on appelle la majorité qualifiée en Europe, c'est-à-dire qu'on ne soit plus otage d'un État membre qui sur tel sujet va être la Hongrie, sur d'autres sujets va être l'Irlande, sur tel sujet va être le Luxembourg, mais qu'on puisse avancer de manière plus facile avec une règle de vote, la majorité qualifiée, qui facilite le consensus. Philippe Bilger. Pardon. J'aurais tendance à, évidemment, penser comme Yves Bertoncini, d'abord parce qu'il connaît bien la matière, et ensuite parce que même mon expérience de citoyen semble dicter que peut-être les intentions du président Macron et de von der Leyen sont pertinentes. D'abord, il me semblait, mais je le dis avec prudence, que le champ des matières soumises à l'unanimité s'était un peu réduit ces derniers temps. Deuxième élément, je ne crois pas qu'on puisse espérer dans les prochaines années que la fracture qui existe entre certains pays qui ne veulent pas la révision des traités et ceux qui la souhaitent s'effacent, s'abolissent et disparaissent. Donc, si on accepte ce constat un peu triste mais lucide, il me semble qu'on n'a pas d'autre choix que de remplacer l'unanimité par le vote qualifié, faute de quoi je crains que l'Europe, en tout cas c'est le Parlement européen qui est très partisan de cette absence d'unanimité, stagnerait, et il me paraît valable de ne pas permettre à des pays enquistés peut-être dans une volonté de blocage, de perturber ce qui reste encore, malgré quelques dégradations, le beau rêve européen. Yves Bertoncini. Non, mais je crois que Philippe Bilger a bien résumé les choses. Et moi, j'ai terminé mon intervention liminaire en indiquant que c'était plus facile de forger un consensus quand il y avait la règle de la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, ça veut dire quoi, hein? C'est qu'au lieu d'avoir les 27 États membres, il en faut 14, 55% des États membres représentant 65% de la population. Ce qui, par parenthèse, donne une prime à des pays comme la France, hein, l'Allemagne, l'Italie, parce que nous, on est extrêmement peuplés, alors que beaucoup de pays de l'Union européenne le sont beaucoup moins. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la majorité qualifiée? Ça veut dire qu'au début d'une discussion,
les États membres vont de toute façon chercher le consensus, parce que c'est la pratique au Conseil européen. On recherche le consensus, parce que d'ailleurs après, il va falloir appliquer les décisions. Et si jamais tel ou tel État membre s'est roulé par terre, ne voulait absolument pas de la décision, eh ben on va essayer de le convaincre. Mais c'est plus facile d'obtenir ce consensus quand justement, tel ou tel État ne se dit pas « moi je m'en fous, j'ai même pas besoin de discuter, j'ai mon droit de veto, je ne bouge pas et allez vous faire voir ». Il peut d'ailleurs faire ça, y compris en étant stimulé par des puissances extérieures à l'Europe qui ne nous veulent pas du bien. J'ai souvenir de la Hongrie qui avait mis un veto dans une résolution de politique étrangère sur la sécurité en mer de Chine méridionale, vous voyez. Quand la Hongrie a fait ça, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui lui a pris, la Hongrie? Qu'est-ce qui lui a pris? Eh bien, ça nous fait le jouet, non pas seulement de tel ou tel État membre qui peuvent avoir là des aspirations légitimes pour dire, attendez, n'allez pas si vite. Je vais prendre un exemple récent. Quand la Hongrie dit, attention, l'embargo sur la Russie, sur le pétrole russe, n'allez pas si vite. Parce que moi, la Hongrie, je n'ai pas d'accès à la mer, j'ai besoin de pétrole. L'unanimité permet à la Hongrie de prolonger le débat. Et on va, je crois, lui donner des garanties pour son approvisionnement en pétrole russe. Mais quand la Hongrie, en revanche, met son veto sur une résolution qui concerne la mer de Chine méridionale, on voit bien qu'elle est instrumentalisée de l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut faire sauter, pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines, le verrou de l'unanimité. Caroline Pilastre. L'Europe est une construction fragile, on le sait tous. Si un seul État membre décide d'être en désaccord avec les autres, cela crée une paralysie politique. Mais l'inquiétude que j'ai en tant que citoyenne, j'entends ce que vous dites, monsieur, et c'est très clair et cohérent. Mais on peut perdre notre souveraineté nationale si on décide, évidemment, d'être en désaccord avec la majorité sur certaines réformes. Donc, que va-t-il se passer sur le plan des nations à proprement parler? Est-ce que ça ne va pas créer justement un peu plus de difficultés les uns envers les autres en termes de communication et donc un repli sur soi-même et pourquoi pas une australisation de nos nations? Non, mais je crois que vous avez raison de pointer cela, mais j'observe que donc ça, c'est une interrogation qui ne devrait pas être propre à la France. Nous sommes un grand pays. Nous sommes le pays qui a lancé la construction européenne, la déclaration Schuman, qu'on célébrait hier, pour nombre d'entre nous, le 9 mai 1950. Nous sommes leaders en Europe, nous façonnons l'Europe, nous ne sommes pas dans la minorité en Europe. Et il y a d'ailleurs deux exemples en 70 ans de vote à la majorité qualifiée qui ont mis la France dans la minorité. Et je vais vous dire, le dernier exemple est particulièrement frappant, c'est quand il a fallu reprendre les discussions avec Donald Trump sur un accord commercial avec l'Europe, qu'Emmanuel Macron a choisi de voter contre. C'était juste avant les élections européennes. Il l'a fait pour des raisons de politique intérieure. Et il l'a fait en sachant très bien que cet accord commercial avec Trump n'avait aucune chance d'aboutir. Donc la France est toujours dans la majorité en Europe. Maintenant, ce que vous dites, en revanche, est beaucoup plus valable pour les pays de moindre prestige, de moindre importance, de plus petite taille, qui eux, souvent, en effet, disent « Attendez, qu'est-ce qui me garantit que si on passe à la majorité qualifiée, on va continuer à m'écouter ?» Et c'est pour ça que j'ai dit au départ que la pratique diplomatique au Conseil, c'est en réalité celle du consensus. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dit cela, certains petits pays, mais je dis bien ça avec respect, mais des pays qui ont, une fois, moins d'audience, moins de puissance, peuvent, eux, bloquer les choses. Mais il faut que nous, en tant que Français, on s'interroge sur est-ce qu'on doit rester dans un statu quo qui donne un pouvoir de blocage énorme à ces pays moins peuplés, ou est-ce que ce n'est pas notre intérêt, en même temps que l'intérêt de l'Europe, voilà, je dirais, de passer à des modes de décision qui favorisent le consensus. Et je veux juste ajouter, que dans la conférence sur le futur de l'Europe à laquelle j'ai participé, les citoyens qui étaient là étaient relativement lucides parce qu'à la fois, ils poussaient vers plus de majorité qualifiée, tout en disant, oui, mais par exemple, s'il s'agit d'envoyer des troupes à l'étranger, ça, c'est l'unanimité. C'est pas possible, ça. Il faut que tout le monde soit d'accord. Livrer des armes à l'Ukraine, on l'a fait, ça, c'était l'unanimité. Accepter un nouveau membre dans le club, ça doit rester l'unanimité. Dire combien de pays a d'élus au Parlement européen, donc ça doit pas être général, mais ça doit être étendu, parce que comme l'a dit Philippe Bilger, c'est un mouvement progressif qui fait que ça s'est étendu, le vote à la majorité qualifiée, et ça permet d'être plus efficace.
Les vraies voix, 18h41, notre grand débat. Comme le veulent Macron et von der Leyen, faut-il supprimer l'unanimité pour les prises de décision en Europe? Vous êtes 94,5% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido, notre grand débat. Comme le veulent Macron et von der Leyen, faut-il supprimer l'unanimité pour les prises de décision en Europe? Et vous êtes 94,5% à dire non. Avec nous, Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France. C'est à vous, Jean Dorido. Écoutez, moi j'avais besoin de l'aide de Yves Bertoncini parce que en tant que citoyen français de base, c'est vrai que l'Europe, je me demande un peu à quoi ça sert dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que je vois bien la perte de souveraineté, je vois bien que la France ne bat plus sa monnaie depuis longtemps maintenant, je vois bien que la France ne décide plus rien dans le fond. Et donc ça, je vois bien le côté négatif, embêtant de cette Europe à 27. Je vois bien effectivement cette espèce d'ectoplasme comme ça, complètement paralysé. Ça, je comprends. Maintenant, c'est vrai que c'est angoissant quand von der Leyen, Ursula de son prénom, explique qu'il faut arrêter l'unanimité. Ça renvoie tout de suite à l'anxiété de la perte encore davantage, si c'est possible, de souveraineté. Et les côtés positifs de l'Europe, je les cherche. On parlait de faire un grand géant du rail. J'entends encore Bruno Le Maire à l'époque qui disait « Moi, je vais aller voir la patronne de la concurrence pour qu'on construise un grand géant du rail européen, du ferroviaire. » Non, vraiment, fin de non-recevoir. Mais c'est la Commission qui a dit non pour éviter les monopoles. La Commission, elle a dit non, voilà, il faut éviter les monopoles. Moi, je me rappelle de Jacques Delors, j'étais gamin, qui disait « Vous allez voir ce que vous allez voir, l'Europe, ça va être génial, ça va être le plein emploi, 300 millions de consommateurs, un marché intérieur sensationnel. » On le cherche encore, on voit bien les multinationales américaines, chinoises qui s'enrichissent aux dépens des Européens, mais on n'a pas de géant du ferroviaire, des GAFA européens, ça n'existe pas, alors qu'on a quand même les GAFA américains, les BATX chinois. Même sur l'armement, on pourrait quand même leur vendre des flingues à nos copains européens. On a quand même une industrie de l'armement en France qui est quand même sensationnelle. Le Rafale, quand même, de partout, tous les tests montrent que c'est le meilleur avion du monde, et les Allemands viennent d'acheter des F-35 alors, américains. Il n'y a que deux pays européens qui ont acheté des Rafales, c'est la Grèce et la Croatie. Et encore la Croatie d'occasion. Et puis tu peux rajouter, la crise sanitaire. La Covid, on a vu à quel point l'Europe était faible. Toutes les lacunes, toutes les défaillances, on n'était pas capable d'aider nos frères italiens, espagnols, et réciproquement, on dépendait encore de l'usine du monde, qui sont les Chinois. Donc j'ai besoin de votre aide quand même pour nous remonter le moral, au moins un exemple positif d'une Europe qui servirait à quelque chose. Yves Bertoncini. Je vais repartir de la fin, pardon. Mais nous n'avions pas de vaccin français contre le Covid. Heureusement qu'on a eu une démarche ni européen. Bien sûr que Pfizer-BioNTech, c'était allemand, c'était même un réfugié. Oui, c'est pas européen, c'est pas européen du tout, bien sûr. Et aujourd'hui, et je vous donne un point, au tout début, c'était hyper chaotique, les Européens ne savaient plus quoi faire. Bien sûr qu'il y a eu des réflexes d'égoïsme nationaliste, c'est pour ça qu'on n'aidait pas les Italiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé in fine, sachant qu'on n'avait pas donné la compétence à l'Europe d'agir en matière de santé. Mais on s'est mis ensemble, on a fait un achat groupé de vaccins, et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, l'Europe, c'est le continent qui a produit le plus de vaccins, je dis bien produit le plus de vaccins, inoculé dans nos épaules le plus de vaccins et exporté vers le reste du monde le plus de vaccins. Donc si vous me demandez un exemple, c'est celui-là. Et je dirais pour nous Français, heureusement, parce que si on attendait encore que Sanofi et l'Institut Pasteur cherchent le vaccin, on ne l'aurait pas trouvé. Et le vaccin Sputnik et le vaccin chinois, pareil, je suis désolé, heureusement qu'on ne comptait pas sur eux. Donc ça, c'est, je trouve, un exemple assez récent et intéressant. Je vais vous en prendre un autre. Vous avez parlé de l'euro au début, on n'est plus souverain sur rien. Mais si vous pensez, puisque je crois qu'on a tous les deux suffisamment de recul, qu'au moment où on avait le franc dans la poche, si vous pensez qu'on était souverain, que s'aligner sur les décisions de la Bundesbank, c'était nous rendre souverains, eh bien c'est une définition très symbolique de la souveraineté. Alors que depuis qu'il y a l'euro, la Banque Centrale Européenne prend des décisions et c'est une souveraineté qui n'est pas perdue, qui est partagée. Et j'ajoute, elle a pris, face à la crise du Covid, face à la guerre en Ukraine, des décisions qui ont réussi à maintenir nos économies à peu près à flot, à injecter de la liquidité. Et on l'a fait, et quand la Banque centrale a commencé à faire ça sous Mario Draghi, je peux vous dire, les Allemands étaient furieux, et ils le sont toujours. Il y a eu des accords, il y a eu des recours jusqu'à la Cour constitutionnelle en Allemagne, beaucoup d'Allemands étaient furieux. Donc c'était plutôt à notre avantage. Alors maintenant que j'ai dit ça,
Tout n'est pas parfait en Europe, naturellement. Il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est des compromis à 27. Et donc, ça ne peut pas être parfait. Mais je trouve que pour ce qui est de la France, 2 points. Premièrement, la France, quand on fait des compromis à 27, elle les dessine, les compromis. Elle est une initiative. Et ça ne date pas d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que, par parenthèse, le slogan « désobéir à l'Europe, désobéissance », je ne le comprends pas. Qui désobéit? Ce sont les enfants qui désobéissent aux maîtres. Mais la France est du côté des maîtres en Europe, pas des enfants. Et deuxièmement, quand vous parlez à juste titre de la désindustrialisation de notre pays, etc., vous avez raison, c'est très inquiétant, il faut faire quelque chose. Mais qui doit faire quelque chose? Le taux d'industrie dans notre PIB en France est tombé à 12%. C'est dramatique. La moyenne européenne est à 19%. Ben oui. L'Allemagne est à 25. Et mais pourtant, ça, c'est merci Schengen, libre circulation des biens et des personnes. Les industriels français, évidemment, attirés par la peur du gain, font produire dans des pays européens avec des niveaux de vie moindres, des couvertures sociales moindres. Et du coup, c'est du dumping social. Merci l'Europe pour le dumping social. Ils vont te dire c'est le principe de l'offre et de la demande, en fait. Les Allemands, justement, est-ce que vous ne croyez pas, alors on n'a plus de temps, on a 30 secondes, que le patronat allemand est peut-être un peu plus patriote? Les patrons allemands ou italiens, ils ont gardé des usines chez eux. Nous, nos usines, elles sont parties dans les pays de l'Est. Regardez, aujourd'hui, on a 18 milliards d'euros de déficit commercial sur la filière automobile, alors qu'elle était largement excédentaire à l'époque. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est clair qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau national. Les décisions, il y a beaucoup de décisions clés en matière éducative, fiscale, sociale, tout ce que vous voulez, industrielle, qui se prennent au niveau national. Et donc, les responsabilités, elles sont aussi largement au niveau des élites françaises. Et pour être positif, parce que je termine sur une note positive, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les problèmes ne sont pas qu'européens, que les solutions, donc, sont aussi nationales. Merci beaucoup Yves Bertoncini, président du mouvement européen France Verdict sur Twitter. Comme le veulent Macron et von der Leyen, faut-il supprimer l'unanimité pour les prises de décision en Europe? Vous êtes 94,8% à dire non.